Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On consulte avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli hier le PDG de la société française Thales, Patrice Ken. Le porte-parole de la présidence a déclaré que les deux parties avaient examiné les différents aspects de la coopération avec la société française, vu sa grande expertise dans le domaine de la technologie optique, électronique et de cybersécurité et son application dans le secteur civil. Thales devra coopérer avec la Société arabe internationale d'optique et la société Banha pour les industries électroniques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier M. Patrice Ken, président du conseil d'administration de la société française TAL. La rencontre a été marquée par des échanges sur les perspectives de coopération avec la société française qui possède une expertise mondiale dans le domaine de la technologie optique, l'électronique, la cybersécurité et ses applications dans le secteur civil en coopération avec la compagnie arabe internationale optique et la compagnie Banha pour l'industrie électronique. Ceci en présence du commandant du commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire Ahmed Khalid, du président du conseil d'administration de la compagnie Arab International Optic Tariq Zaghloul et du colonel de marine aux commandes de la stratégie Ahmed Adel, ainsi que du vice-président de TAL, M. Christophe Salman, et du directeur du TAL en Égypte, M. Sherif Barakat. Le porte-parole officiel de la présidence a indiqué qu'au cours de la réunion, le président Assisi a souligné le développement distingué dans la coopération entre le Caire et Paris, notamment en ce qui concerne l'activité des entreprises françaises en Égypte et leur contribution au processus de développement dont le succès en Égypte a représenté un point de départ pour atteindre les différents pays de la région. L'Égypte souhaite poursuivre et développer cette coopération, notamment avec la société française TAL, qui possède une longue expérience dans le domaine de l'optique et de l'électronique. Le chef de l'État a également attiré l'attention sur le renforcement des capacités humaines dans le cadre de la coopération avec la société TAL en termes de formation et de qualification pratique et technique afin de préparer des cadres d'ingénieurs dans ces domaines spécialisés. Le président du conseil d'administration de TAL a de son côté exprimé sa fierté de rencontrer le président Assisi pour discuter du processus de coopération avec l'Égypte, soulignant l'importance du rôle de l'Égypte en tant qu'allié stratégique de la France et pointant le souci d'une coopération fructueuse avec l'Égypte concernant le domaine d'activité de l'entreprise ainsi que ce qui est lié à la formation et à l'éducation pour transférer les connaissances, localiser l'industrie et promouvoir les compétences dans le domaine de l'optique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a examiné hier avec le ministre du Développement local et le gouverneur du Sinaï du Sud l'état d'avancement des projets en cours de construction dans le gouvernorat du Sinaï du Sud. Lors de la réunion, le gouverneur du Sinaï du Sud, Khaled Fouda, a soumis un rapport sur les différents projets dans le gouvernorat du Sinaï du Sud, notamment dans le secteur des transports. Le général Fouda a passé en revue les projets de transport vert mis en place dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh qui a abrité la COP 27 en novembre dernier, et ce dans le cadre du plan de l'État pour la transition énergétique. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a tenu hier une conférence de presse avec son homologue macédonien, Bujar Osmani, en visite officielle au Caire. Monsieur Choukri a déclaré qu'il s'était entretenu avec son homologue macédonien au sujet des moyens de renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays, ainsi que les moyens de consolider la coopération entre l'Égypte et les pays du groupe méditerranéen, membre de l'Organisation de la sécurité et la coopération européenne que préside actuellement la Macédoine. Monsieur Choukri a indiqué avoir examiné avec son homologue plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la crise en Libye, la cause palestinienne et la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et son homologue macédonien, Bujar Osmani, ont affirmé la profondeur de la coopération commune dans les différents domaines.
Lors d'une conférence de presse organisée hier au Caire, M. Choukri a indiqué que les pourparlers ont porté sur le renforcement des relations politiques, économiques et culturelles, ainsi que sur la coopération entre les pays du groupe des partenaires méditerranéens de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, présidée par la Macédonie, affirmant que l'Égypte a des relations prolongées avec l'OSCE. Monsieur Choukri et Osmani se sont mis d'accord à reprendre le dialogue entre les deux pays et reviser le cadre juridique des relations communes afin de renforcer la coopération. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il répondra à l'invitation de son homologue macédonien à se rendre à Skopje l'année prochaine et ce sera une nouvelle occasion d'échanger des points de vue, soulignant qu'il s'efforce d'identifier des domaines de coopération et d'explorer de nouveaux domaines qui servirait les intérêts des deux parties. Le chef de la diplomatie a également ajouté que sa réunion avec son homologue macédoine a abordé la situation tant dans les Balkans occidentaux qu'au Moyen-Orient et les nombreux défis auxquels sont confrontés les deux parties, et la situation a été passée en revue en ce qui concerne la question palestinienne et la situation en Libye, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à la stabilité, ses efforts de développement et la gestion et la confrontation des problèmes de terrorisme. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire et Christian Berger des moyens de renforcer la coopération économique durant la prochaine période. Les deux bords entretiennent des relations solides basées sur une coopération historique et fructueuse au niveau des gouvernements, des milieux économiques et d'affaires, l'Union européenne étant le plus grand partenaire économique de l'Égypte, c'est ce qu'a dit M. Samir, faisant état de plusieurs opportunités pour développer cette coopération et de faire avancer vers des horizons plus larges, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat euro-égyptien. Le ministre du Commerce a déclaré avoir passé en revue les efforts déployés par l'État ces derniers temps pour donner une impulsion au secteur privé égyptien et créer un environnement d'affaires propice à la lumière des crises mondiales successives, dont celle de la pandémie du coronavirus et celle russo-ukrainienne, notant que ces efforts comprenaient l'annonce du document de propriété de l'État, le lancement de la stratégie de neutralité concurrentielle et la délivrance de la licence dorée. Il a souligné que les deux parties avaient convenu d'intensifier la communication durant la prochaine période pour encourager les entreprises européennes à injecter de nouveaux investissements sur le marché égyptien et à bénéficier des incitations fournies par le gouvernement égyptien pour attirer les investissements étrangers. L'entretien a également porté sur la possibilité d'organiser un forum d'affaires au Caire réunissant des hommes d'affaires d'Égypte et des pays de l'Union européenne avec la participation des fédérations d'entreprises et de chambres de commerce et des deux côtés pour présenter l'environnement des affaires en Égypte. Des éléments des forces des gardes frontières égyptiennes et d'infanterie soudanais formés aux tâches de sécurité des frontières continuent de mettre en œuvre l'exercice conjoint égypto-soudanais Garde Sud 2, dont les activités se poursuivent au complexe des champs d'entraînement des gardes frontières. La ministre du Plan du Développement économique, Dr Hala El Saïd, a affirmé la profondeur des relations égypto-émiraties. Madame Hala El Saïd a tenu ses propos lors d'une allocution prononcée au cours d'un dîner officiel tenu au temple de Philae à l'occasion de l'ouverture du centre de services égyptien dans le gouvernorat d'Assouan, en présence, entre autres, de Mohamed Ben Abdullah El Gaoui, ministre du cabinet aux Émirats arabes unis, de Hicham Aman, ministre du développement local, Ashraf Ataya, gouverneur d'Assouan, Sir Magdi Yaqoub et Ibrahim Sarhan, PDG d'e-Finance, le centre des services égyptiens qui a été inauguré plus tôt dans la journée, témoigne de la particularité des relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. C'est ce qu'a fait savoir Madame Hala El Saïd. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a ordonné d'achever rapidement les travaux de modernisation du bâtiment d'urgence de l'hôpital public de Suez et de le rouvrir durant le mois de janvier prochain.
M. Khaled Abdel Ghaffar a tenu ces propos lors de sa visite d'inspection à l'hôpital pour vérifier le niveau des services médicaux présentés aux citoyens en marge de la visite du Premier ministre au gouvernorat de Suez. Le ministre a d'autre part inspecté les départements, entre autres d'urgence, des cliniques et des soins cardiaques ouverts en septembre dernier. Vivez l'incroyable expérience de contempler le lever du soleil sur le sommet du mont Sinaï, où nous pourrons visiter le monastère Sainte-Catherine, le plus ancien de toute l'histoire de la chrétienté. Le monastère fut construit autour du site où aurait brûlé le buisson ardent. Le monastère abritait des œuvres d'art, des manuscrits, des ornements, des calices et des reliques chrétiennes, ainsi que des verges adorants, des cypresses, des oliveraies et de vignes. Ascension du mont Moïse et visite du monastère de Sainte-Catherine à partir de Dahab. Il faut partir tôt le matin afin d'assister au lever du soleil depuis le sommet du mont Sinaï, puis rejoindre le monastère Sainte-Catherine avant de rentrer sur Sharm el-Sheikh. Et justement, pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Hazem Hassan, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. On parle de Sainte-Catherine, on parle d'un site historique, archéologique, touristique, exceptionnel. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du site même et qui abrite le monastère, le célèbre monastère de Sainte-Catherine, mais aussi qui inclut ce voyage magnifique justement à partir du seuil du mont jusqu'au sommet? Bien sûr, là quand on parle du site du monastère Sainte-Catherine, c'est un site reconnu mondialement d'abord parce que c'est un site de pèlerinage pour les chrétiens du monde. Et on voit que déjà sur le chemin de Sainte-Catherine, on s'arrête là où le peuple d'Israël a traversé justement le désert du Sinaï au moment de l'Exode. Et ils sont arrivés à cette hauteur, ou à cette hauteur jusqu'au mont Moïse, et comment le peuple d'Israël à l'époque ont attendu Moïse jusqu'à ce qu'il est descendu du mont Sinaï avec les tablettes. Alors du côté spirituel, d'abord, c'est un site de pèlerinage très important. Et là donc, cette histoire est reconnue dans les trois religions, soit la religion juive, musulmane, chrétienne. Et bien sûr, quand on parle du site en lui-même, le mont Moïse, c'est un attrait très important sur le plan touristique. On voit que la vue depuis le mont Moïse tout à fait en haut, quand les touristes et les pèlerins montent pendant la nuit pour atteindre justement le sommet là-haut, vraiment pour voir une vue super magnifique du site en lui-même et voir le lever du soleil sur le mont Moïse. On voit que bien sûr en descendant le matin, justement, les pèlerins attendent l'ouverture justement du monastère pour visiter ce monastère unique au niveau de sa place, puisqu'il abrite justement le puissant ardent qui a pris son histoire justement depuis le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament et bien sûr dans le Coran également. Donc on voit que effectivement on passe dans le monastère, on visite justement l'ancienne église, on visite le monastère en lui-même, et là on est accueilli par les moines du monastère, et à l'intérieur on voit également le puits de Moïse aussi. Le monastère abrite une bibliothèque très importante qui contient des manuscrits rares. Et effectivement, on retrouve justement l'odeur et le parfum de l'histoire dans ce site très important sur le plan historique où
Très bien. Quel est le meilleur temps de l'année à visiter justement ce site avec tout ce que vous venez justement de décrire, de préciser? Quel serait le meilleur moment de l'année pour apprécier justement cette richesse? Bien sûr, là, quand on parle justement du meilleur moment, ça revient justement au moment de la spiritualité la plus importante pour les chrétiens. Et là, on parle de Noël. C'est vrai qu'il neige à l'époque, mais bien sûr, du côté spirituel, c'est le meilleur moment. Il y a de la neige, bien sûr, au sommet de la montagne. En été, il fait un peu chaud, mais d'abord, les pèlerins préfèrent justement passer la nuit de Noël en montant le mont Moïse, en grimpant dessus. Et ce qui est bien dans le mont Moïse aussi, en montant, c'est que là, il y a à chaque fois, quelques dizaines de mètres, on trouve qu'il y a un arrêt pour les pèlerins pour monter. Ils se reposent, ils peuvent prendre un thé et se réchauffer un peu autour du feu. Les Arabes là-bas, les Bédouins là-bas, ils s'arrêtent, ou ils font des arrêts tout le long du mont jusque là-haut, justement pour que les touristes puissent justement se réchauffer un peu et prendre un bon thé pour continuer la montée jusqu'au sommet. Très bien. Oui. On dit qu'il fait plutôt un temps modéré tout au long de l'année ici en Égypte, un peu plus froid en hiver, mais cette année-ci, l'hiver tarde à arriver. Justement, on est en plein décembre et on voit que toujours le matin, il ne fait pas aussi frais que cela. Est-ce que vous pensez que cette année aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez des informations, est-ce que vous avez vérifié justement le service météorologique, parce que apparemment, traditionnel, ça peut neiger pendant le mois de décembre, vers fin décembre, pour apprécier ces chutes de neige, voilà, au top, au sommet de ce mont. Est-ce que c'est pareil pour cette année, vous pensez? Apparemment, d'après ce qu'on voit par la météo, justement, l'échauffement global a fait une différence, bien sûr. Mais de toute manière, le site reste l'attrait principal pour les pèlerins chrétiens surtout. Et là, donc, peu importe si ça neige ou pas, c'est pas le détail le plus important. Ça n'empêche que la neige donne plus de charme au site. C'est vrai. Et donc, oui, donc là, parce que je connais justement le site soit sous la neige, soit dans le temps normal, où il fait bon, si on veut dire. Et donc là, ça reste l'attrait en lui-même, c'est de monter jusqu'au sommet du mont Moïse, ou du mont Sinaï, et bien sûr visiter le monastère. Donc le site est un attrait en lui-même qui attire l'attention et les cœurs de tous les pèlerins chrétiens, justement, quand ils passent par l'Égypte. Très bien. Parlant de neige, ce serait peut-être le seul point en Égypte où l'on peut justement apprécier quelques chutes de neige. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. La hauteur, le mont Moïse, c'est le mont le plus haut, si on veut, en hauteur en Égypte, oui. Tout à fait. Cet itinéraire prend combien de temps d'habitude, c'est-à-dire à partir des pieds de ce mont et jusqu'au sommet? Je connais qu'on le fait plutôt pendant la nuit, n'est-ce pas? On fait cet itinéraire pendant la nuit. Je vous en prie. Oui, entre 5 et 6 heures pour la montée. 6 heures. Parfois, il y a des gens qui montent à dos dromadaire jusqu'à une certaine hauteur. Et après ça, ils sont obligés de monter à pied. Et la descente, ça prend combien de temps d'habitude? Pour descendre, la descente? La descente, oui, la descente, c'est un peu plus rapide. Effectivement, parce que la montée est plus dure et on a besoin de plus de repos à la montée. Plus qu'on monte en hauteur, comme vous savez, l'oxygène manque un peu. Oui. Alors là, justement, la montée, d'habitude, on fait monter vers minuit. La descente, on peut dire, ils descendent les gens vers 6 heures, 7 heures du matin. Très bien. Pour donner plus de précision, et puisque vous avez peut-être plus de détails, normalement, est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'on peut faire des pauses pendant... Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, comme je viens de le dire, il y a des endroits à chaque hauteur, justement, qui sont préparés par les Bédouins là-bas. Très bien. Autour du feu, ils servent du thé aux pèlerins.
Et là, c'est un moment très agréable pour se réchauffer un peu quand il fait froid. Et justement, les gens qui ont des difficultés pour monter jusqu'en haut tout d'un coup, justement, ce sont des stations de pause pour les pèlerins qui montent sur le mont Moïse. Certainement à conseiller, à explorer, à ne pas rater au moins pour une fois dans sa vie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Hazem Hassan. Vous êtes expert en tourisme et merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et justement, après toute cette description, et peut-être on a quelques informations qu'on a recueillies ici et là, il faut absolument aller visiter le monastère de Sainte-Catherine et le Sinaï, certainement au moins une fois dans sa vie. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Et à la prochaine.